j'ai perdu complètement connaissance à la maison. Je me suis réveillée en réanimation avec du monde autour de moi. Je les entendais, mais je les voyais pas. On dit qu'il faut arrêter de fumer, on nous dit faut arrêter tout de suite. Non, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à nous. Jusqu'au jour où on prend des claques dans le visage. Condamnée, oui, je suis condamnée, mais je me bats pour essayer de vivre le plus longtemps possible avec ma petite fille et mon petit garçon maintenant, puisque c'est pour eux que je me bats. Moi, c'est vraiment ça que je veux lutter, c'est vraiment le fait de dire que c'est pas normal de tousser, c'est pas normal d'avoir du mal à respirer juste pour monter les escaliers. Drag Talks. Top. Bonjour Nathalie. Bonjour Johan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, merci beaucoup d'être là. Ça tient beaucoup pour moi parce que je pense que c'est en discutant avec les patients qu'on apprend le plus. L'idée, c'est que est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, ça sera plus simple pour moi. Facile. Parfait, très bien. Tu es porteuse d'une pathologie chronique et mon but, c'est vraiment de comprendre ton ressenti, c'est de comprendre ton handicap, comment tu vis avec cette maladie et potentiellement que le plus de personnes puissent être informées et avoir les meilleurs conseils de ta part et de ma part pour potentiellement prévenir cette maladie et vivre avec cette maladie. Ça, c'est mon but à travers cette discussion. Il paraît que tu es stressée, mais tout va très bien se passer. Et voilà. Je vais d'abord te demander de te présenter, Nathalie, pour que les gens sachent de quoi on va parler. Et voilà. Donc, je suis Nathalie, j'ai 58 ans. Je suis mère de 3 enfants et de 2 petits-enfants. Félicitations. Je suis malade depuis 18 ans, depuis la naissance du dernier, qui m'a énormément compliqué la vie. J'ai pas voulu le voir, le comprendre. Et au fur et à mesure des traitements que je prenais, que je suivais régulièrement, mais que j'en avais pas conscience de la gravité de la maladie, de la BPCO, et BPCO, emphysème, et jusqu'au jour où on m'a parlé de greffe pulmonaire. D'accord. Il y a 5 ans, et là ça a été le gros choc. Et là se dire oui, on est vraiment malade, c'est pas la rigolade, il faut écouter ces médecins parce qu'ils sont là pour nous aider, nous expliquer, nous orienter et puis les écouter, leur faire confiance à ce qu'ils nous disent. Ok, très bien. Pour que les gens comprennent, donc du coup tu as dit beaucoup de choses, tu as dit BPCO, tu as dit emphysème, je suis là aussi pour un peu vulgariser les choses pour que les gens puissent se comprendre. Donc BPCO, donc du coup c'est une maladie respiratoire, une maladie pulmonaire, Oui. donc c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive, Oui. BPCO, c'est bien ça. L'emphysème c'est en fait la pathologie anatomique au niveau des poumons, qui est une destruction progressive des alvéoles pulmonaires. Et ça, donc du coup, ça t'entraîne effectivement une difficulté respiratoire. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que donc du coup, ça a commencé il y a 18 ans. Quels a été les premiers symptômes? Quel a été... dis-moi comment... dis-nous plutôt comment ça s'est passé, comment il y a eu les premiers symptômes qui sont apparus, comment tu t'es senti gêné les premiers symptômes, les premières fois, et après de l'évolution progressive. Les premières fois, c'est surtout l'essoufflement, à monter les escaliers, beaucoup plus fatigué, et où j'en ai parlé à mon généraliste, et puis qui m'a envoyé chez la pneumologue, où on a fait des tests d'allergie. Bon, je suis allergique à des cyprès, mais bon, oui, ça m'empêche de respirer, mais après on a fait d'autres examens, et ça m'a amené à la BPCO, qui est vraiment handicapant à tous les jours. Ok. Monter les escaliers, beaucoup de choses comme ça. D'accord. Donc du coup, le premier symptôme, c'était la difficulté respiratoire, du coup. Essoufflement. Essoufflement. Alors, quel type d'effort tu te sentais moins capable de faire ou plus capable de faire? Monter les escaliers, où j'étais au fur et à mesure beaucoup plus essoufflée. Porter les courses. Ok. Des choses simples. D'accord. Donc ça
il y avait vraiment eu un impact, enfin, il y a vraiment un impact sur ta vie quotidienne, du coup. Oui. Chose qu'on n'a pas parlé, mais la cause de cette pathologie, est-ce que tu peux nous le dire? L'emphysème, il faut savoir qu'il y a l'hérédité aussi, puisque mon père en faisait, Mhm. et aussi malheureusement le tabac. On dit qu'il faut arrêter de fumer, et on nous dit faut arrêter tout de suite. Non, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à nous. Jusqu'au jour où on prend des claques dans le visage. D'accord. Ta consommation de tabac, c'était combien à peu près par jour? Un paquet par jour. D'accord. T'as commencé à quel âge? 18 ans. D'accord. Donc j'ai fumé pendant 35 ans. 35 ans. Ok. Ouais. Donc du coup, si on prend un peu, donc 35 ans, c'est-à-dire que tu as arrêté Il y a 5 ans. il y a 5 ans, on en reparlera, ok. Mais donc du coup, au diagnostic de la BPCO, est-ce qu'on t'avait pas fait comprendre qu'il fallait arrêter de fumer, ou est-ce que c'était du déni de ta part, ou est-ce que c'était un peu des deux, ou est-ce que c'était autre chose? C'était les deux. On me l'a dit à plusieurs reprises. À chaque fois que je voyais la pneumologue ou mon généraliste me disait on en est où pour l'arrêt de la cigarette. Et je voulais pas les écouter. De toute façon, comme je viens de dire, ça n'arrive qu'aux autres. Ok. Donc, Ok. En fait, tu ne te voyais pas. malade. Enfin, c'était pas possible pour toi d'en arriver à l'état où tu es aujourd'hui. Ouais. Ok. Quel a été le déclic pour arrêter de fumer, du coup? La réanimation. D'accord, c'est un bon déclic. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, est-ce que tu peux nous partager cette expérience? À plusieurs reprises où j'ai fait des malaises, où j'ai perdu connaissance. D'accord. A pu savoir respirer, a appelé les pompiers à 5 heures du matin. Donc, des journées très difficiles. Et là, une des dernières fois où je suis allée en réanimation avec perte de connaissance. D'accord. 45 de SAT. Ok. Donc, j'ai perdu complètement connaissance à la maison. Je me suis réveillée en réanimation avec du monde autour de moi. Je les entendais, mais je les voyais pas. D'accord. Et ça, c'est vraiment une des derniers moments. Mais le déclic avant cette étape, ça a été dire, ben oui, moi je suis malade, il faut faire quelque chose pour essayer de vivre encore un petit peu. Ok. Et Est-ce que tu as eu peur de mourir ce jour-là? Ou est-ce que tu je t'en... m'en suis pas rendu compte. D'accord. C'est mon fils aussi qui m'a dit, maman, il y a la petite qui est là. Elle avait 1 an. Et je me suis rattachée à elle. Ok. Et j'ai dit, faut vivre, il faut être présente dans sa vie. Et c'est là je me suis secouée. Ok. J'ai bien compris. Pour les gens, du coup, encore une vulgarisation. Donc, la réanimation, c'est le service dans l'hôpital où c'est le plus grave, enfin, c'est les patients les plus graves qui sont au bord de la mort, sachant qu'il n'y a pas de service après la réanimation. 45% de saturation. Quand j'ai dit que c'était vraiment pas beaucoup, c'était vraiment, vraiment pas beaucoup. Sachant que la norme, c'est aux alentours de 100%. On dit que c'est supérieur à 97%. Et 45% donc de taux d'oxygène dans le sang. Globalement, il y a quasiment plus rien qui marche. Et ce séjour, du coup, tu as perdu connaissance. Il a duré combien de temps à peu près? Je suis restée 1 semaine en réanimation. D'accord. Et ça a été le déclic pour dire plus de tabac et je me prends en charge sur le côté pathologie ou il y a eu d'autres choses? Le vrai déclic, c'était la petite fille. Ma petite fille j'ai dit oui, il faut être présente dans sa vie. Là, c'est vraiment été mon déclic. Je ne pouvais pas la porter, je pouvais pas la serrer dans les bras. Donc, pour une grand-mère, en plus, c'est la première fois, c'est compliqué. De ne pas pouvoir serrer son enfant dans ses bras à cause de la maladie. Et j'ai dit, bon, là, faut que je me batte. Donc, arrêt total de la cigarette. Est-ce que ça a été dur, l'arrêt total de la cigarette? Il faut le vouloir. Il faut avoir une raison derrière et pour moi, non. J'ai essayé auparavant avec les patchs et non. Okay. C'est simplement le vouloir, le comprendre, pourquoi on arrête. Donc, voir la psychologue aussi.
qui peut aider énormément. Très bien. Déjà, félicitations. Parce que, alors moi, je ne suis pas fumeur, j'ai jamais été fumeur, mais j'ai énormément de patients qui fument et je visualise la difficulté euh, d'arrêter de fumer. Donc, t'as réussi, félicitations. Et après, moi, je veux potentiellement parler du combat derrière. Donc, du coup, comment tu l'as vécu? Quelles sont les choses qui ont été mises en place dans ta vie pour potentiellement t'améliorer dans la vie de tous les jours et essayer de... Alors, guérir, malheureusement, on peut pas guérir de cette pathologie, mais d'essayer d'aller mieux sur le plan respiratoire. Tous les jours, 3 fois par semaine, je viens voir la kiné qui... Exceptionnel. Oui, c'est vrai. Grâce à elle, elle me suit depuis 3 ans D'accord. et j'ai fait d'énormes progrès. Elle arrive à des moments à déverrouiller des verrous en fait, qui sont mis, mais involontaires. Le stress, comprendre pourquoi aujourd'hui je vais pas bien. Il suffit d'une réflexion de quelqu'un, simplement qui bloque. D'accord. Donc tout en discutant avec elle, et elle me permet d'enlever ces verrous, et après bon, on respire ensemble, on fait des choses amicales et en bonne famille. Et ça aussi, c'est important d'avoir confiance en ses médecins. Et j'ai une confiance infinie à Julie. Trop bien, c'est important ce que tu dis, Ouais. et c'est aussi ce que j'essaye de mettre en place. C'est du coup Julie, donc du coup pour ne pas pour la présenter, c'est donc du coup la kinésithérapeute qui travaille dans notre structure. Tu l'as connue bien avant qu'elle travaille ici, et donc du coup ce qui est important, c'est donc elle t'aide sur le plan respiratoire, donc sur le plan kiné, mais ce que je perçois être le plus important, c'est le côté psychologique, le côté accompagnement. À quel point c'est important d'avoir ça pour toi? Et est-ce qu'il y a un moment dans ta prise en charge, tu as vu certains professionnels, sans les citer, ou voilà, qui ont manqué de psychologie et d'accompagnement, par exemple? Manquer de psychologie, non. J'ai eu de la chance d'avoir toujours des gens autour de moi réconfortants, présents, à l'écoute. Mhm. Ce qui et avec Julie, c'est une routine, c'est un plaisir de venir. En plus, maintenant, entre patients, on se connaît, donc on rigole. C'est vraiment du plaisir à venir ici. C'est amical. Très bien. J'ai bien compris. Après, sur l'autre versant de la prise en charge, je crois que tu es suivi en centre de référence à l'hôpital de Marseille, Oui. c'est ça? Oui. Et en quoi ça consiste? Donc j'ai ma pneumologue qui m'a parlé de greffe. On a pris rendez-vous tout au départ à Pasteur à Nice. Et le docteur a dit, pour moi, c'est trop important, trop grave. Je préfère que vous soyez vu par Marseille. Rendez-vous très, très, très long à Marseille. Le délai de prise en charge. Ok, Oui, d'accord. oui, délai de prise en charge. De là, ma crise à 45% de SAT. Là, le docteur en réanimation a fait des pieds et des mains, si on peut dire, pour justement avoir un rendez-vous rapide. Mhm. Et j'ai eu un rendez-vous 15 jours après. D'accord. Et de là, j'ai été hospitalisée 1 semaine. Alors du coup, si je comprends bien, tu devais déjà voir Marseille avant, donc du coup la réanimation. Oui. Et Comme donc, mon état s'est aggravé. ouais. Et donc du coup, le fait d'avoir la réanimation, ce médecin a fait les pieds et des mains pour avoir un rendez-vous plus rapide. Ok. Oui, a accéléré les choses, quoi. Grâce à elle, j'ai pu avoir un rendez-vous beaucoup plus vite. D'accord. Merci à elle. Donc, oui. D'accord. Et donc du coup, ce rendez-vous à Marseille, tu l'appréhendais, qu'est-ce que t'en attendais? Je pensais qu'on allait tout de suite parler de greffe, D'accord. puisque j'avais déjà effectué certains examens. Donc le PET scan, le dermato. Tout le bilan pré-greffe pour que les gens comprennent. Alors, une greffe, peu importe l'organe, c'est pas anodin. Oui. On prend des traitements après la greffe pour que la greffe tienne, notamment des traitements immunosuppresseurs. Et pour ce faire, il faut qu'on voit dans un premier temps si jamais les organes, donc les autres organes fonctionnent bien, donc le cœur, l'estomac, le cerveau, enfin voilà, tous les organes. Et il faut aussi savoir s'il n'y a pas des pathologies associées qui pourraient flamber
en cas de traitement immunosuppresseur. Donc c'est pour ça que tu as parlé de dermatologie, tu Oui. as parlé d'autres traitements. Ok, donc du coup, tout ce bilan avait été fait en amont, Oui, d'accord. Et donc toi, tu t'attendais à ce qu'on avance sur le côté de la greffe, du coup. oui, Très bien. exactement. Et du coup, ça a donné quoi? Ils ont dit on va patienter puisque ils voulaient mettre en place d'autres choses D'accord. puisque j'avais un problème de globules rouges aux éophiles. Et néosif, ouais, les globules blancs et néosophiles, d'accord. Et donc là, je prends à l'heure actuelle depuis 2 ans une piqûre tous les mois de Nucala D'accord. qui me maintient ces globules. Mhm. Donc ça a été mis en place par Marseille et aussi la VNI à l'effort. Ok, Donc, d'accord. quand je viens voir Julie, j'ai la machine avec moi et dès qu'on fait du vélo, de la marche, j'ai l'appareil avec moi qui me permet de respirer et de faire plus d'efforts Ok. et oxygéner mes muscles et pouvoir avoir un peu de capacité, Respiratoire, ok. ouais, et Euh, musculaire aussi. donc du coup, cette greffe, elle est en attente, du coup? Ou elle est... Elle est, comme a dit le docteur Renaud Gobert, c'est un viaduc avant la greffe. Ok, d'accord. Là, on parle, pour maintenant, à l'heure actuelle, on parle de mettre des branches, Des valves des endobronchiques. valves, Ouais. oui, excusez-moi, Non, non, il n'y a pas de souci. des valves. Et malheureusement, j'ai refait une crise au mois de juillet, début juillet, D'accord. où je suis retournée 3 jours en réanimation, dont mes poumons sont fragilisés à l'heure actuelle. Donc, il faut attendre 1 an sans D'accord. crise pour pouvoir mettre les valves. Réévaluer l'indication de la valve. Ok. Donc, Euh, alors, pour être totalement transparent, je pense que c'est en voyant ton dossier que j'ai été mis au courant qu'on pouvait mettre des valves endobronchiques. Je sais que moi, à mon époque, je crois qu'on n'en mettait pas. Ou en tout cas, c'était pas validé. Et je ne pourrais pas l'expliquer parce que je suis totalement... Voilà. Mais c'est pour que les gens comprennent aussi que, en fait, la médecine va ultra vite. Et en fait, en fonction des spécialités, ça va de plus en plus vite. Et moi, même en cardiologie, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui vont tellement vite que je suis obligé de me remettre à la page tout le temps. Et donc, du coup, là, en pneumologie, je connais bien sûr les bases, mais toutes ces avancées thérapeutiques, j'y connaissais rien du tout. Donc, très bien. je vais me permettre, Johan. Bah, vas-y, je t'en prie. Comme on dit, c'est l'élève qui donne la leçon. Voilà, exactement. Donc, les valves, il faut savoir que l'emphysème, le poumon, ne sort que 50% de son air à cause de l'emphysème. Donc, avec la valve, ça va permettre à l'air de ne pas rentrer dans le poumon. Ok, Et par contre, il va ressortir. d'accord, Donc, au fur et à mesure, le poumon va se dessécher d'accord. et va pouvoir, le poumon sain, pouvoir reprendre sa place. Ok. Merci pour cette Parce que explication. comme le poumon, où il reste 50% d'air, se solidifie et prend de la place. D'accord. Comme une éponge un Ouais. peu. Donc, grâce à la valve, on va sortir l'eau, mais de Ok. l'air. Donc, si je comprends bien, au fur et à mesure du temps, le poumon pathologique prend la place sur le poumon sain, Voilà, et puis le poumon sain se réduit. se réduit, et donc, du coup, la capacité fonctionnelle respiratoire en est diminuée. Et le but, c'est vraiment de redonner la place au poumon sain pour pouvoir avoir une capacité respiratoire plus augmentée. Et il faut réduire le poumon Le poumon malade. pathologique. Voilà. Ok. C'est pour inverser les choses. Très bien. J'ai bien compris. J'espère que vous avez... J'aurais pas mieux expliqué. Tu vois une éponge. Très bien. Là, à l'heure actuelle, tu es capable de faire quelle activité et tu n'es pas capable de faire quelle activité. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une activité. Bah, Je vais marcher pendant un quart d'heure. Ça va être compliqué. Par contre, si je mets la VNI, je l'ai fait il y a 3 semaines en vacances. Pour la première fois, j'ai mis la VNI, je me suis permis d'aller au bord de mer avec. d'accord. Parce que le regard des autres, c'est C'est dur. compliqué. Ouais, d'accord. Avec le gros masque et tout. Et je me suis aperçu que c'était une deuxième vie pour moi.
pouvoir marcher comme je voulais, sentir bête, mais le vent sur le visage. Et, voilà. Et pouvoir faire ce qu'on pouvait. C'est grâce tout ça à la VNI. À la VNI. T'as dit 2 choses très importantes. Si jamais tu veux le partager, c'est le regard des autres. Tu te sens jugé. Tu te sens... Ouais, est-ce que tu te sens jugé par les autres d'avoir cette pathologie? Est-ce que le fait d'avoir ce masque, ça te gêne toi? Ou t'as déjà eu des anecdotes ou des événements, pas forcément que tu peux partager, mais qui t'ont concentré sur le regard des autres? Rien que pour l'appareil, quand je venais voir Julie en kiné, je voulais pas que les enfants soient présents. D'accord. Puisque je voulais pas choquer les enfants. Après, le regard aussi des adultes. Un regard assistant, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle a ça? D'accord. Est-ce que tu éprouves un sentiment de... Culpabilité, d'accord. Oui. Si la cigarette n'aurait pas été là, je ne serais pas à ce stade. Ça, c'est sûr. L'emphysème, comme c'est héréditaire, bon, ça, c'est autre chose. Mais la BPCO, c'est quand même dû à la cigarette. Et moi, je me suis dit, quand j'ai démarré, de toute façon, mourir, on meurt tous. Mais quand on est proche de la mort à 50 ans, c'est pas la même chose. Quand on nous parle de mort, c'est compliqué. Même si on le sait, on le savait. Mais quand on arrive devant la chose, c'est... Devant le fait accompli, c'est... Ok, j'ai bien... Parce que du coup, effectivement, tu dis des choses qui sont très importantes, et c'est, en fait, cette fausse vérité et l'idée reçue que je veux lutter, c'est... souvent, j'entends, même en consultation, de toute façon, pas laissez-moi tranquille, mais il faut bien mourir de quelque chose. Donc, du coup, voilà, je fume. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la mort... peut arriver bien plus tôt que ce qui est prévu. Encore une fois, hein, le fait de passer en réanimation, enfin, si jamais il n'y avait pas eu de réanimation, tu serais pas là aujourd'hui. Ça, les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte. Et la deuxième chose, c'est que ce que tu es en train de vivre, c'est qu'il y a en fait un monde entre être en bonne santé et la mort. Il y a ce côté handicapant que la cigarette est dont la cigarette est responsable. Et du coup, ce sentiment de culpabilité que tu as, parce que encore une fois, je suppose qu'on te l'a dit que ça pouvait arriver comme ça, et encore une fois, tu l'as dit que ça arrivait qu'aux autres, mais malheureusement, ça peut arriver à soi-même. Donc voilà, c'est très bien que tu prennes la parole. C'est en fait pour ça que je voulais que les gens comprennent que ça peut arriver à soi et que on a une vie qui est compliquée. Et après, la deuxième chose, c'était juste avoir l'air frais de la mer sur ton visage, c'est ça? Oui. D'accord. Tu te l'étais interdit ou tu n'étais pas capable de le faire sans VNI ou J'allais au bord de mer marcher, mais j'étais toujours en difficulté. D'accord. Donc je sentais pas l'air de la même façon. D'accord. Puisque je réfléchissais, je faisais attention à ma façon de respirer, ma façon de marcher, ma façon de me tenir. Que là, j'avais oublié tout ça. D'accord. Et je respirais presque normalement et sans difficulté. Et ça grâce à la ventilation non invasive, ok. Oui. D'accord, très bien. C'est quelque chose de merveilleux, quoi. Est-ce que tu as pu combattre aujourd'hui le regard des autres? Est-ce que tu vas le réautoriser C'est vrai que je la mets beaucoup plus facilement ici à la kiné parce que bon, on se connaît, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sympathique. Donc j'appréhende plus, même par rapport aux enfants. Je rigole avec, je parle avec et c'est déjà un soulagement. Et là pour le bord de mer, il faut encore y travailler. Et c'est pour ça que avec Julie, on va peut-être mettre en place aussi des promenades au futur parc là à côté, dans l'été ou à la belle saison, printemps, et je pourrais me promener avec la VNI et avec des gens à côté de moi qui me connaissent, qui connaissent aussi, pas ma pathologie, mais on a l'habitude de se voir, donc ça sera pour moi beaucoup plus facile.
Trop bien ça, c'est fait quand? Ça sera fait quand? Bah, au printemps, je l'espère. Moi aussi, j'ai envie de participer. Elle est vraiment top, Julie. Trop bien. La chose que je voulais aussi demander, c'était... Alors, on a bien compris que ne pas fumer, c'était très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses durant l'évolution de la maladie que tu pourrais conseiller aux autres à ne pas faire, ou à part la cigarette? Est-ce que toi, il y avait des comportements qui ont potentiellement accéléré la maladie, ou voilà? Non, je pense Non. pas. Non. Ok. Non. D'un point de vue médical, d'un point de vue médecin, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou prendre en charge des patients atteints d'une maladie chronique? Euh, Là, on va mettre en place aussi autre chose avec Julie. C'est une demande de ma part. C'est parce que bon, je regarde énormément TikTok. Mhm. C'est à la mode. Et il y a des séances de sport sur la chaise D'accord. qui mis en place facilement par petits groupes. Donc avec une musique sympathique, simplement monter de genoux, lever le bras, qui est bon, pour moi compliqué. Mhm. Les gestes de la vie de tous les jours sont compliqués. Ce qu'on n'a pas parlé. Ah ben, C'est- parlons-en. Simplement, prendre sa douche, se D'accord. laver les cheveux. Il me faut un minimum de un quart d'heure, 20 minutes. Rien que pour la douche et les cheveux. D'accord. S'habiller, j'ai un tabouret dans la salle de bain. Je suis obligée de m'asseoir, récupérer de mon souffle. Parce que c'est compliqué, la douche, D'accord. ouais. Monter les courses, je ne peux pas. Je veux dire, malheureusement, mais heureusement en même temps, j'ai un appartement sans ascenseur. Mhm. Donc, je suis obligée de faire une activité physique tous les jours. Donc, monter les escaliers, je me monte. Mais les courses, je les laisse dans la voiture. D'accord. Donc, le mari, il est obligé de descendre à plusieurs reprises, monter les courses. Porter un pack d'eau, c'est impossible. Des gestes de tous les jours, quoi. C'est des moments s'habiller, c'est compliqué, c'est handicapant en permanence. Un combat tous les jours, Tous les jours. ouais, à tout instant de la vie. Euh, Cet handicap, il est arrivé quand? En fait, il est arrivé à l'annonce de la pathologie, quand tu t'es rendu compte que tu étais malade, ou déjà avant, a posteriori, tu te rendais compte que tu étais handicapé, mais que tu voulais pas te le... Ouais, t'en rendre compte ou Te le dire. Ouais, te le dire, ouais. Oui, j'étais déjà handicapée auparavant, mais la maladie évolue. Et c'est pas parce qu'on prend un cachet que la maladie s'arrête. Si la maladie est là en permanence, elle s'aggrave en permanence. Malgré des hauts et des bas, des kinés, de la kiné 3 fois par semaine, de la marche, euh, une aide respiratoire, mais elle s'handicape tous les jours, tous les jours. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je pourrais peut-être pas le refaire dans 15 jours. D'accord. Mais il faut se battre et se dire s'il faut, on peut y arriver. Donc c'est un combat en permanence. Euh, j'ai archi bien compris, mais juste globalement, pour que les gens comprennent et comprennent le but de ma question, c'est que je considère que, en fait, la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est pas une pathologie qu'on attrape et du jour au lendemain, en fait, on se sent malade. C'est une pathologie évolutive où, en fait, on a une apparition des symptômes, on a une aggravation des symptômes, mais entre le moment où ces symptômes sont invalidants et handicapants et le moment où ils arrivent, il y a une certaine adaptation, en fait, et du coup, le corps s'adapte à ces symptômes et on se dit, euh, en fait, je ne suis pas malade ou voilà, ces symptômes, je peux les négliger parce qu'ils n'ont pas un impact trop important dans ma vie. Euh, En fait, moi, c'est vraiment ça que je veux lutter, c'est vraiment le fait de dire que c'est pas normal de tousser, c'est pas normal d'avoir du mal à respirer juste pour monter les escaliers. Toi, cette durée de déni ou de le fait de pas te le dire, ça a duré longtemps? Oui, oui, oui. Et ça a duré une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui, oui, oui. Où je continuais à vivre et à lutter. D'accord. Et mon corps luttait aussi.
jusqu'au jour où mon corps a dit stop. Le stress au travail aussi. D'accord. Donc, tout ça, mon corps n'a plus suivi. D'où la descente à 45 de SAT, c'est le corps qui Qui ne dit pouvait stop, plus, qui lâchait. Là, on écoute son corps et puis on arrête les bêtises. Même si la bêtise la plus importante, qui était l'arrêt de la cigarette, était faite auparavant, mais le mal était fait. Donc, et ça, on peut pas revenir en arrière. Malheureusement, effectivement, on peut pas revenir en arrière. Mais après, juste pour ceux qui fument, c'est toujours bien d'arrêter. Oui. On est toujours en meilleure santé quand on arrête de fumer. Et en fait, l'état d'esprit qu'il faut pas se dire, enfin, qu'il faut pas avoir, c'est de dire, en fait, ça fait 30 ans que je fume, donc du coup, autant que je continue de fumer parce que je pourrais pas m'améliorer dans ma santé. Non, ça c'est faux, c'est, il y a toujours une amélioration, il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer. Oui. Et après, la deuxième chose, c'était, du coup, sur le côté médical, si j'ai bien compris, ça c'est plus d'un point de vue, parce que, enfin, je prends ma casquette de médecin. Et ce que j'ai bien compris, c'est, tu te sens bien soigné sur le plan médical. Oui. C'est-à-dire avec les traitements, avec le suivi, avec la VNI, avec toutes les machines, avec la kiné. Mais la part psychologique et la part accompagnement, elle doit être plus présente pour les patients atteints de maladies chroniques, ou pas. Ou, Oui. ouais, Oui. C'est vrai que voir quelqu'un qui on peut parler, décharger, je vais me permettre de me dire, c'est peur, c'est regret. Donc, c'est vrai que voir une psychologue, c'est important. Du coup, il y a, parce que voilà, enfin, de manière très transparente, voilà la difficulté que j'ai et que les médecins ont, c'est que effectivement maintenant les consultations sont de plus en plus courtes. On s'intéresse uniquement, enfin, on s'intéresse. On peut s'occuper uniquement de la partie médicale et que très peu de la partie psychologique, paramédicale. Est-ce que ça t'en as souffert? Est-ce que tu, par exemple, à ton médecin de famille ou à ta pneumologue, tu peux en parler? Ou il y a vraiment ce rôle que de... Enfin, il y a que Julie et ta psychologue qui assument ce rôle? Ou en tout cas, tu te sens en confiance qu'avec Julie et ta psychologue? J'ai vu ma psychologue qui m'a aidé énormément. Malheureusement, la pneumologue, elle est là pour soigner les poumons. Elle n'a pas le temps de discuter avec moi pendant 10 minutes des choses de la vie. Donc, voir une psychologue, c'est important. Julie, elle l'aide à enlever des verrous. Pourquoi je respire mal aujourd'hui? Donc, on discute toutes les deux, puis, ah bah oui, c'est passé ça. Donc, rien que le fait de le dire, ça fait du bien et ça me permet de repartir correctement et d'arriver à respirer un peu mieux. Et grâce à Julie, j'ai récupéré ce qu'on appelle de la capacité vitale. Donc, il faut que je continue à venir et c'est une obligation. Et est-ce que le fait de parler à des personnes qui sont atteintes de la même pathologie que toi pourrait t'aider ou t'aide? Je sais pas si t'en parles ou... Enfin, je motive cette question, c'est parce que quand tu as parlé de cette initiative de Julie de marcher dans le parc avec des gens qui te connaissent, donc du coup, potentiellement, si jamais ils sont en kiné avec toi ou en réadaptation, c'est que eux aussi sont porteurs d'une pathologie. Est-ce que ça, le fait de partager en fait cette expérience pourrait, tu penses, aider pour ceux qui sont porteurs d'une maladie chronique ou pas? Oh, je vais dire, à la limite, c'est en parler, mais 5 minutes. D'accord. Parce qu'on est là pour se détendre, se changer les idées. Ok. Pour être là, oui, pour respirer. Elle est là pour nous surveiller. On fait ce qu'elle nous demande. Mais en parler en permanence, non. On vit avec, c'est difficile. En parler, c'est difficile. Je préfère venir rigoler, me changer les idées. Ouais, ok. Passer un bon moment. Passer un bon moment. Ouais. Et décompresser, oublier la maladie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Limite, ouais, oublier la maladie, juste... ok, j'ai bien compris. En tout cas, merci beaucoup de partager ça. Parce que ça fait une demi-heure qu'on parle de ta maladie, mais du coup, c'est pas la bonne chose. La bonne cause, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, là, tu te sens chanceuse ou, au contraire, tu te sens un peu comme une survivante, entre guillemets, condamnée, ou pas du tout? Condamnée, oui, je suis condamnée, mais je me bats pour essayer de vivre le plus longtemps possible avec
avec les miens, avec ma petite fille et mon petit garçon maintenant, puisque c'est pour eux que je me bats. Chanceuse, oui, de pouvoir donner mon parcours de vie, dire à certaines personnes, arrêtez la cigarette, arrêtez tant que vous pouvez, parce que elle fait du dégât, énormément de dégâts. Il faut écouter les médecins quand on nous dit d'arrêter. Ouais. Je suis pas payée par Johan. Ah non, vraiment pas. Je n'ai pas de sous. Non, mais enfin, merci de le partager avec autant d'honnêteté et autant de transparence. Mais c'est parce que même, en fait, moi, d'un point de vue médecin, d'un point de vue médical, moi, j'ai eu 2 phases. Alors, j'ai eu trois phases et je suis dans ma 3e phase. C'est que au début, en fait, quand j'étais interne, quand j'étais encore étudiant, en fait, on fait tout ce qu'il y a, tout ce qu'on nous apprend dans les livres, et effectivement, on nous dit de dire aux patients d'arrêter de fumer, de toujours arrêter de fumer, arrêter de fumer, arrêter de fumer, et donc du coup, au tout début, j'arrêtais pas de le dire. Chaque fois qu'il y avait la cigarette, c'était s'il vous plaît, arrêtez de fumer, voilà. Après, j'étais dans la 2e phase où, en fait, je me suis senti pas forcément non, alors, je dirais pas légitime, mais en fait, je disais, il faut arrêter de fumer, mais j'apportais pas forcément de solution, sachant que, comme je t'ai dit, je pense que c'est très dur d'arrêter de fumer, mais globalement, en fait, je disais, oui, il faut arrêter de fumer, mais je me disais qu'il y a bien une raison pour laquelle ils y arrivent pas, et ça, je pouvais pas apporter une solution à ce problème. Et donc, du coup, la 2e phase, c'était, en fait, je me sens un peu mal à l'aise d'en parler, de dire, en fait, enfin, c'est pas moi, Johan, qui vais le dire une 15e fois, une 30e fois, qui va changer les choses. Et là, je suis dans plutôt la 3e phase, c'est revenir au premier problème, d'essayer de faire comprendre aux personnes que c'est important d'arrêter de fumer, qu'on est toujours en bonne santé quand on arrête de fumer, et justement d'essayer d'avoir des déclics, parce que toi, tu as eu un déclic par ta petite fille et par cette réanimation, peut-être que d'autres, ça sera d'autres déclics, peut-être ça sera ce podcast, peut-être ça sera autre chose. Mais donc voilà, moi je suis dans cette 3e phase où j'essaie de répéter le plus possible qu'il faut arrêter de fumer et essayer d'apporter des solutions. Donc merci de faire partie de cette solution. Voilà. Mais c'était une bonne question. En tout cas, c'est important de t'entendre dire que tu te sens chanceuse, parce que ça veut dire que la vie est encore belle. Et que tu peux te profiter de ta petite fille. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Mon fils a 4 ans. Non, je veux dire, je me trouve 5 ans. 5 ans. 5 ans le 8 novembre. Est-ce que d'un point de vue médical, hormis si on a une maladie avec la cigarette pulmonaire, est-ce que le corps est capable de régénérer les dégâts de la cigarette ou c'est irréversible, même si on fume une année, on va dire, sur toute notre vie, ou 2 ans? Ça, c'est une très bonne question. Et merci de la poser. Et du coup, il y a un critère diagnostique de la BPCO, c'est le caractère irréversible de l'inflammation. Donc quand on a une exploration fonctionnelle respiratoire, en fait on souffle dans un tuyau, dans une machine, et donc du coup on évalue la fonction respiratoire, et après il y a un test de réversibilité, où en fait on le prend et on voit si les anomalies respiratoires sont toujours présentes ou si elles s'améliorent. Et effectivement, il y a un moment où, ça c'est un critère de diagnostic entre l'asthme et la BPCO, mais il y a un moment, ce caractère devient irréversible, et c'est là où en fait les dégâts de la cigarette sont présents de manière définitive. Mais pourquoi c'est toujours important d'arrêter de fumer? C'est parce que l'inflammation continue, et donc du coup, pour répondre à ta question, si jamais tu fumes 1 ou 2 ans, très probablement que ce sera une inflammation qui sera réversible, donc plus tôt tu arrêtes, mieux c'est. Et si jamais tu arrêtes de fumer au bout de 15, 20 ou 30 ans, il y aura effectivement cette pathologie qui sera irréversible, mais il y a toujours cette inflammation qui persiste, qui en fait entraîne ce cercle vicieux où la pathologie est toujours entre guillemets active et s'aggrave toujours, alors que si on arrête l'inflammation, il y a une certaine stabilisation de la pathologie, mais là où en fait c'est pour ça qu'on ne guérit pas, c'est parce qu'il n'y a pas de régénération des poumons quand l'emphysème il est présent. Malheureusement, il est à vie. Et après, c'est justement les traitements qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer la fonction respiratoire. Mais sur le plan anatomique, hormis les valves endobronchiques ou la greffe pulmonaire, il n'y a pas de traitement qui permet d'améliorer l'anatomie pulmonaire. Ça se régénère pas. C'est pas comme le foie.
Le foie se régénère, Ouais. mais les poumons, c'est mort, c'est mort. Et il est vrai que, enfin, du coup, c'est très bien de le dire, mais le foie est le seul organe qui se régénère. C'est pour ça que je me bats toujours pour faire de la prévention. Je l'ai pas dit, mais la maladie respiratoire, c'est l'une des premières causes de handicap et c'est la 3e cause de mortalité dans le monde. Euh, et donc, du coup, il y a les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Et donc, du coup, on parle du cerveau, du cœur et du poumon. Et ces 3 organes, quand ils sont atteints, il n'y a pas de réversibilité possible. Malheureusement, on vit avec une maladie chronique. Et il y a des traitements qui sont mis en place pour pouvoir améliorer la qualité de vie et améliorer la mortalité, mais il n'y a pas de traitement qui permet de remplacer des cellules cardiaques, des cellules pulmonaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter pour la suite? Je sais pas. Je vis au jour le jour, parce qu'il faut savoir que la greffe, c'est bon pendant une dizaine d'années. Après, malheureusement, il y a les reins qui commencent à ne plus fonctionner correctement, dialyse. Prise de cachet, on parle de 25 cachets par jour la première année. Donc, automatiquement, le foie, d'autres organes S'adaptent, peuvent être infectés et on peut avoir des effets secondaires, effectivement, des traitements immunosuppresseurs. Essayer de vivre comme je vis à l'heure actuelle. Venir à la kiné, marcher, éviter le stress, essayer d'être détendu un maximum, essayer de vivre comme je fais à l'heure actuelle, le plus longtemps possible, pour éviter justement la greffe. Donc là, on me parle de bronches, de valves, de valves pulmonaires. Donc, on verra ce que ça donne. Mais bon, je peux aussi bien les accepter. Mon corps peut les accepter et peut les refuser aussi. Donc, en mettant les valves, on sait que on peut les enlever. Donc, on les pose, ça va pas. 3 semaines, 1 mois après, 3 ans après, on peut les enlever. Okay. Donc, après, c'est une chose que t'as bien dit. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, ça c'est une idée reçue, c'est que les gens pensent que les greffes, les greffes, c'est revenir au point de départ, c'est-à-dire on a un nouveau poumon, on a un nouveau cœur, on a un nouveau foie, et en fait on peut vivre normalement. C'est pas ça qui se passe, c'est qu'en fait quand on a une greffe d'un organe qui n'est pas le nôtre, on doit pouvoir le recevoir et ne pas avoir de rejet. Et en fait, c'est plus vivre avec une autre pathologie chronique, parce que, comme tu l'as dit, il y a des traitements à prendre en place. Je savais pas que c'était 25, mais potentiellement 25. En tout cas, il y a des traitements pour faire en sorte que cet organe puisse être accepté par notre corps. Et il y a aussi tous les effets secondaires des traitements, parce que c'est des traitements qui sont puissants, enfin qui atteignent le système immunitaire, donc c'est pas anodin. Et il y a parfois aussi des adaptations des autres organes qui sont pas forcément pour accepter un autre organe. Donc voilà, c'est plus apparenté à vivre avec une autre pathologie chronique plutôt que dire que en fait on repart de zéro et que tout va bien, la vie est belle. Voilà. Donc du coup, tous ceux qui ont dans l'imaginaire, parce que moi je sais que ça existe, parce que quand je travaillais toujours à l'hôpital et que je voyais ce genre de patients, les gens pensaient que en fait voilà, on avait un autre organe et c'était reparti pour un tour. Non, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment prévenir et éviter que la maladie s'installe, justement pour éviter la greffe, mais bien avant, pour éviter d'être malade et d'être gêné par les maladies chroniques. Parce que comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas drôle. Il y a toute cette composante que les gens ne se rendent pas compte. L'handicap, les traitements, le suivi, en fait, et rien que le fait, comme tu l'as dit, de pouvoir sortir et avoir l'air de la mer, juste ça, parce que effectivement, nous, on a la chance de le faire, et on se rend pas compte de la chance qu'on a, mais en fait, ça peut ne plus faire partie d'une vie, et en fait, quand on se rend compte qu'on peut le refaire, eh ben, on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir le faire avant. Je sais pas si je l'ai moins dit qu'avant. Enfin bref, mais tout ça pour dire que voilà, vivre avec une greffe, c'est pas tout rose, c'est vivre avec une pathologie chronique, et voilà. Très bien, ça fait à peu près 1 heure de podcast. En tout cas, merci beaucoup.
Nathalie. Ça va, le stress est descendu, ça? Oui. Je t'avais dit que j'étais drôle. Merci à tout le monde. Merci à toi, Valentine. Merci à Thomas. Merci à tout le monde si jamais vous avez écouté jusqu'au bout. Si jamais vous avez appris des choses, tant mieux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vous voulez partager ce genre de contenu, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez aimer ce genre de contenu, n'hésitez pas aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir, à bientôt.